Bonjour à tous, bienvenue sur Only Agent podcast numéro 86. Moi c'est Plax et je suis avec Thiergo. Comment vas-tu Thiergo ? Eh ben écoute, ça va très bien. Pour une fois, on fait pas ça aux aurores sur mon créneau horaire, donc j'ai la patate. Ok, et très cool. Et on a avec nous un invité, puisque nous sommes partis pour une série d'analyses de nos adversaires en NFC Est. Et donc on a avec nous Gauthier. Comment vas-tu Gauthier ? Ça va très bien, merci et merci pour l'invitation. Merci à toi de t'être rendu disponible. Donc Gauthier qui gère le compte, que je dise pas de bêtises, Commanders, c'est quoi le arrobase exact ? BE pour Ok, Belgique si jamais. C'est ok. rare, mais on est deux en compte Et belge. d'ailleurs, est-ce que tu as dû changer le arrobase quand vous avez changé de nom ? C'est Oui, possible de faire ouais, ça j'ai sur changé. Twitter, je Ouais. sais. Ok. C'est possible de faire ça, ouais. Je l'avais fait quand on a changé de nom et je le referai si on rechange de nom à l'avenir. Ah oui, c'est vrai. Si jamais Tu ça penses que arrive. ça va se faire ? Non, je pense pas, mais il y a des pétitions qui se mettent en marche, mais je pense que jamais on reviendra aux Redskins, Ouais, malheureusement. Et je pense qu'il y a d'autres Oui, priorités que de changer un nom, mais oui, exactement, ouais, ça, c'est c'est clair. sûr. Et puis, franchement, votre nouvelle identité visuelle, elle est plutôt stylée. Le nouveau rouge, la Bordeaux, je sais pas comment on l'appelle, elle est plutôt il est plutôt sympa, cool j'aime bien les aussi. Ouais. maillots, j'aime bien les casques, j'aime bien le logo en fait, en vrai le W, il me plaît assez bien, par contre le nom, bon voilà, Commander, je m'y suis un peu habitué, après de là à dire que j'aime, je ne sais pas, mais Ouais, je te cache pas que c'est pas improbable qu'on lâche un petit Redskins involontaire pendant le podcast. On c'est va pas grave, essayer c'est pas grave. de pas faire de fautes, mais voilà. Alors, l'objectif, c'est un peu de comprendre qui sont nos adversaires, et donc on a préparé une petite émission pour ça. On va commencer, Thiergo, si je dis pas de bêtises, par un petit résumé de leur saison passée. Ouais, puisque en effet, pour bien comprendre ce qui s'est passé chez nos rivaux de Washington, il faut savoir où est-ce qu'ils ont terminé la saison. Donc avec un bilan de 8 victoires, 8 défaites et 1 nul, le nul étant contre les Giants. Dans la série Giants Commander, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai oublié, non c'est bon, j'ai noté, c'est une victoire pour les Giants, donc une défaite pour les Commanders, et puis un match nul. Et surtout, ce que j'ai noté de votre saison, c'est que vous étiez aux portes des playoffs. La NFC East a failli emmener 4 équipes en playoffs cette Non, mais année. c'est possible ça ? Oui, Ce serait possible ? C'est ouf. Ok. mathématiquement, en fait, on aurait pu avoir 3 équipes dans les wildcards. Et je ne sais plus à cause de quelle équipe les Commanders n'ont pas pu se qualifier, mais globalement, en fait, on a quand même le sentiment que vous avez une bonne saison, pourtant avec 3 QB différents entre Tyler Heinicke, Carson Wentz et le dernier match avec Samuel. Et puis surtout, moi, ce que je retiens chez vous, c'est la superbe performance de Terry McLaurin, qui est personnellement l'un de mes joueurs favoris chez les Commanders. Est-ce que tu penses que ce résumé de la saison des Commanders 2022 est correct, Gauthier, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont marqué pendant cette saison ? Ben, je pense avant tout que on a enfin, pour avoir vu quasiment tous les matchs, la saison elle était pas terrible, et pourtant on s'en sort quand même avec un bilan, on va dire, acceptable. Donc, je pense vraiment que cette saison, ça a été un peu une saison perdue un peu bêtement, avec un Scott Turner qui était notre coordinateur offensif, qui n'a pas toujours fait les bons choix dans certains matchs et qui nous a fait perdre des matchs avec des quarterbacks un peu limités. Wentz, notamment, à chaque fois qu'il a été titulaire, ça a été compliqué. Donc, je pense qu'il y a des matchs qu'on a perdus qu'on n'aurait pas dû perdre. Et je pense voilà, qu'on aurait pu faire une bien meilleure saison, surtout avec le calendrier qu'on avait l'année dernière. Et ouais, c'est un peu une saison de perdu quand je regarde comme ça à Ouais. froid Bon, alors, après. moi j'ai une question. Ma vision des Commanders, à chaque fois on en rigole un petit peu, mais on a toujours l'impression que c'est l'équipe de la NFCS qui nous fait pas peur quand on les joue, parce qu'on joue les Cowboys, on flippe toujours un peu, on joue les Eagles, surtout en ce moment c'est compliqué. Mais j'ai l'impression que ça fait longtemps que votre situation de quarterback est un peu bizarre et pas vraiment résolue. Est-ce que c'est la Comment c'est vu depuis l'intérieur, puisque vous changez de QB souvent, vous n'en avez pas drafté haut depuis, je sais pas quand c'était la dernière fois, mais vous tentez les C'est trucs avec des Robert Wentz, Griffin. alors on sait qu'il est grillé depuis longtemps. Enfin voilà, oui, il y a eu effectivement, il y a eu Griffin qui était un QB intéressant. Mais voilà, comment vous vous situez par rapport au poste de QB? Là, Samuel, c'est un 5e tour. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais juste voilà, la vision globale de comment que cette situation QB est vécue depuis l'intérieur des Commanders.
Mais c'est très compliqué niveau quarterback. On n'a pas eu un quarterback, je vais dire, euh, acceptable, un quarterback sur lequel on pouvait compter depuis Kirk Cousins. Donc là, c'est sûr que c'est compliqué. On espère qu'on a trouvé une solution cette année avec Samuel. Mais c'est sûr que l'année dernière, le choix d'aller chercher Carson Wentz, il était pas bon du tout. S'il y a eu des rumeurs là, début de saison pour Jimmy G, pour Carr, et voilà, ça sentait la même situation que l'année dernière avec un QB vet sur lequel, voilà, qui va peut-être nous faire gagner 8 matchs, mais pas plus. Et puis pour finir sur un bilan de 8-9 en fin de saison, donc c'est pas non plus la solution à aller chercher. À la draft, voilà, l'année dernière en 2021, en 2022, on a été chercher Samuel au 5e tour. Samuel qui aurait pu, s'il s'était présenté une année avant à la draft, qui aurait pu partir dans les 2 premiers tours, si pas au premier tour, et qui a joué une dernière saison en université où il a perdu beaucoup de monde autour de lui et il a fait une saison très moyenne, ce qui l'a fait chuter donc au 5e tour de draft. Et voilà, après un an derrière Heineke, derrière Wentz, il a reçu sa chance l'année dernière contre les Cowboys. Il a fait un match plutôt solide, qu'on a gagné d'ailleurs. Et voilà, il sera notre starter, notre QB titulaire cette année. Ça a été annoncé il y a 2 jours. Rivera l'a confirmé. Donc voilà, on espère avoir trouvé un peu de stabilité à ce poste-là pour les prochaines années. Maintenant, Mais, on mais verra, on verra ce que ça va donner, quoi. est-ce que tu es d'accord pour dire que pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour se prononcer? Il a joué un match, j'ai regardé, il a Ouais, fait ouais, c'est 11 trop passes tôt, bien complétées sûr, sur ouais. 19, un TD, une interception. Il y a des mecs sur Twitter qui ont l'air archi confiants. Enfin, je sais pas comment tu peux te prononcer alors que le mec, il a quasi pas joué quoi, pour l'instant. Ouais, c'est trop 5e tôt, tour, c'est tu vois, sûr. c'est pas comme si c'était un mec. Mais et même les mecs du premier tour, même les numéro 1 de draft, t'es jamais sûr que ça va donner quelque chose. On en reparlait avec Thiergo il y a deux Ouais, c'est jours. sûr, c'est certain. Maintenant, voilà, il y a quand même des bons échos. Il a fait quelques bons matchs en pré-saison. À chaque fois qu'il est sur le terrain, ça se passe plutôt bien. Mieux que Wentz l'année dernière, ça c'est sûr. Donc je pense que voilà. Et puis dans le pire des cas, on a été chercher Jacoby Brissett à la Free Agency. Bon, c'est pas un quarterback qui va nous faire gagner des matchs non plus, mais c'est un backup, on va dire, assez solide. Et Il a de voilà, l'expérience. ouais, c'est ça. Et puis si ça se passe mal, on peut toujours le faire monter sur le terrain, mais je pense que cette année, ça va surtout être donner la chance à OL et voir ce que ça donne. Et si pas, ben, on ira drafter, on ira chercher un quarterback l'année prochaine. Mais ça doit surtout être la saison de Samuel pour voir ce qu'il vaut, quoi. Après, Et c'est sûr qu'on j'ai n'a on n'a pas beaucoup de certitude, quoi. j'ai remarqué qu'en QB3, vous avez Jake Fromm qui est passé chez les Giants il y a 2, 3 ans. Enfin, c'était la période où en fait Daniel Jones s'était blessé et je sais plus qui on avait derrière Daniel Jones et ça convenait pas et donc du coup on était arrivé sur Jake Fromm. Alors j'espère pour lui qu'il a évolué depuis, mais nous on s'était enflammé pour Jake Fromm en disant ah ça va le faire et tout et il nous a fait un match pourri. Non mais Thiergo, attends, on était dans une saison tellement pourrie qu'on s'enflammait du moindre truc qui changeait un petit peu. On se dit, ah, ça serait peut-être Ah mais bien l'étincelle qui va sûr. nous sortir la tête de l'eau. C'était horrible, horrible. Ah oui, bien sûr. Non, mais en fait, moi, si je suis fan des Commanders, j'espère justement ne pas arriver au stade où j'ai besoin de mettre Jake Fromm sur le terrain. En effet, Ouais, Jacoby j'espère aussi, Brissett, hein. voilà, ça fait partie des signatures de la Free Agency que vous avez eues. Ben, justement, ça nous fait une bonne transition vers la Free Agency. Il y a Jacoby Brissett que vous avez signé. On va pas passer en revue toutes vos signatures et toutes vos pertes, mais si tu devais lister 2 signatures majeures et 2 pertes majeures de cette intersaison, tu penserais à qui? Euh, bon, on n'a pas perdu des gros joueurs, on n'a pas signé des gros joueurs non plus. C'est assez limite, mais si déjà au niveau des pertes majeures, si je dois en citer 2 comme ça, je dirais la première, c'est Cole Holcomb, le linebacker qui est parti pour les Steelers. Pour le remplacer, on a signé Cody Barton, linebacker aussi des Seattle Seahawks, que je trouve pas spécialement terrible, assez irrégulier, et je suis pas spécialement convaincu de Cody Barton. Pourtant, voilà, il sera notre linebacker titulaire probablement avec Jamin Davis. Et sinon, niveau départ, Chaise Roulier est parti aussi, a pris sa retraite. Et sinon, ouais, on a perdu nos 2 quarterbacks, mais bon, sans grand regret. Et au niveau des arrivées, on a signé du renfort sur l'offensive line.
On a signé Andrew Wiley de Kansas City et on a signé Nick Gates qui s'était blessé. Donc chez vous, à mon avis, vous connaissez mieux que moi. Ouais. Euh, je sais pas trop ce que vous en pensez de Nick Gates, mais Nick Gates, en fait, avant sa blessure, c'était, donc tu me corrigeras à plaque si je me trompe, mais il me semble qu'il était undrafted ou alors vraiment fin de draft. Ouais, Je suis à peu près sûr qu'il était undrafted. Et avant sa blessure, c'était le gars qui avait tenu tête à Aaron Donald. Et vraiment, il n'avait pas démérité. Hein. C'est pas comme s'il avait dominé Aaron Donald, mais il s'était pas fait bouffer. Il avait une très bonne saison. Ça devait être la saison 2021. Et non, pardon, c'était la saison 2020. Et 2021, il s'est éclaté la jambe en plusieurs morceaux en début de saison. Et il est revenu en contre les Commanders 2022. d'ailleurs. Oui, exactement, tout à fait. Alors, c'est assez marrant. Alors, marrant, non, pas vraiment, mais j'ai l'impression que dans l'histoire de Washington, il y a une série de blessures assez violentes sur votre terrain, mais depuis longtemps. Lawrence Ouais. Taylor avait plié en deux le tibia d'un de vos Oh la vache. quarterbacks. Et Mec, même la lui, jambe, il elle était était choqué de cassée la à blessure. 2 endroits différents. La vidéo, elle est terrible cette vidéo. Ouais. Voilà. Et puis il y a eu une autre blessure c'était la blessure de qui s'était blessé chez vous et était revenu de blessure. Ah, c'était Alex Smith. Alex Smith aussi qui s'était blessé Ouais. méchamment chez vous. Et Griffin aussi, il y a plusieurs années. Je pense que c'était Ouais. sur le FedEx Field aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai Ah qu'il y ouais, a eu non, Le des, terrain des, de des la blessures mort, aussi. quoi. Ouais, Mais c'était pas au FedEx Field qu'il y avait eu ce fameux match qu'ils appelaient le Body Bag Game, où en fait, je crois que c'était un match entre les Redskins, et là on peut vraiment parler des Redskins puisque c'était leur nom à l'époque, les Redskins et les Eagles, où en fait, dans les années 80 ou début des années 90, où les joueurs se foutaient tellement sur la gueule, ils se mettaient des gros taquets, il y a eu genre 15 blessés. Mais enfin, 15 blessés. Il y a eu une dizaine de blessés en tout cas. Mais tu avais tellement de joueurs qui avaient dû quitter le terrain parce que ça. Et il me semble que c'était à Washington que ça se passait. Alors, je sais pas si c'était déjà le FedEx Field, mais c'était à Washington. ouais, Le normalement, Veterans Stadium, c'est où? C'est ça, c'était c'était au à Veterans Washington, Stadium. ouais, c'était l'ancien stade, je pense. Après, j'ai pas trop les références, j'étais pas né à ce moment-là, donc Je te rassure, moi non plus. C'est juste que j'adore l'histoire de la NFL, mais ouais, non. Et c'était en quelle. Du coup, tu étais en train de regarder, mais Plaque, c'était le en quelle année Veterans ça? Stadium, Ah le non, mais Veterans Stadium, je me demande si c'est à c'était pas à Philadelphie. Philadelphie, hein. Ouais, Si, c'est c'est à Ah, ça. d'accord. Philadelphie. Je suis en train de regarder ça, c'était en 1990. Bon, je lirai un peu, voir, il y a trop de choses. L'article, ils ont fait un énorme article Ouais. sur Bon. Wikipédia, mais oui. Ouais, non, mais du coup c'était bien un match Commanders, enfin Redskins-Eagles, mais c'était à Philadelphie. Bon, en tout cas, pour fermer la parenthèse, ouais, Nick Gates, quand il est revenu de blessure, bon, certes, il n'était pas au même niveau qu'avant, mais ça, c'est correct. Et puis, je crois que vous avez, on parlera de la draft un peu plus tard, mais il me semble que vous avez drafté aussi un jeune centre. En fait, ce qui est bien avec Nick Gates, c'est Ouais, justement, c'est c'est que tu ça. peux le mettre centre ou garde, il est capable de faire les deux. Mais je pense qu'il sera notre centre titulaire. On a drafté un centre, Ricky Strongberg, au troisième tour, mais c'est un peu limite apparemment. Il risque, Nick Gates risque d'être titulaire ouais, cette année Bah, en il tant était que centre. titulaire chez nous avant de se blesser. Il était très bon et comme disait Thiergo, il avait fait des beaux matchs, une belle saison et il s'était un peu bagarré avec Aaron Donald et il avait réussi à, à faire ce qu'il pouvait contre lui, mais c'était un beau match. Et donc voilà, il y a pas de raison que malgré sa blessure, hein, qu'il revienne à un niveau correct. On aurait bien aimé le garder, mais il demandait un peu trop. Et bon voilà, vous l'avez signé peut-être un petit peu cher, mais s'il fait le taf, pourquoi pas. Justement on parlait un enchaînement sur la draft. Qu'est-ce que tu retiens toi de cette draft? Si tu peux nous dire les quelques signatures. Est-ce que tu es globalement satisfait de ce qui s'est passé, même si c'est évidemment trop tôt pour se prononcer? Euh, Satisfait, oui et non. Je vais dire que je pense que on est rentré dans la draft avec l'idée de soit sélectionner un corner ou soit un lineman. Et on était au pick 16 et il y a les quatre meilleurs tackles de la draft étaient déjà partis avant le pick 16. Donc je pense qu'ils se sont tournés vers un cornerback, qu'ils ont sélectionné le meilleur corner disponible, ou plutôt le corner qui leur plaisait le plus, parce que Gonzalez est parti après. Donc on a sélectionné Emmanuel Forbes de Mississippi. Forbes
avant tout un playmaker, quelqu'un qui est capable de faire des interceptions. Il avait d'ailleurs un record, si je ne dis pas de bêtises, l'année dernière avec 6 interceptions retournées en touchdown sur sa dernière saison. Et c'est surtout ça qu'il nous fallait. On était l'année dernière une des pires attaques en nombre d'interceptions en NFL. Donc je pense que c'est surtout pour ça qu'ils sont partis sur Forbes. Donc ça, à la limite, je suis satisfait. Par contre, pour le reste, au deuxième tour, on sélectionne Jartavius Martin. Encore une fois, un corner qui peut jouer safety. Euh, je pense qu'il va surtout prendre le rôle de Bobby McCain, qu'on a cut avant la saison et qui a d'ailleurs fini chez vous aux Ouais. Giants. Et qui d'ailleurs, pour info, pour l'instant, on n'est même pas sûr qu'il fasse l'équipe finale, a priori, des dernières infos que j'ai entendues. Ah ouais. Bah voilà, c'est aussi un joueur qui peut jouer corner et safety. Et ça, je comprends pas tellement ce choix d'avoir sélectionné un deuxième defensive back au deuxième tour parce il y avait des très bons OL disponibles. Je pense à Osiris Torrens qui me vient en tête comme ça. Et puis au troisième tour, on sélectionne du renfort sur l'offensive line avec Ricky Strongberg qui peut jouer centre et garde aussi. Mais voilà, il sera pas titulaire d'entrée cette saison, je pense. Et il va lui falloir un peu de temps pour se développer, pour peut-être à l'avenir occuper une place de titulaire chez nous. Donc c'est un peu limite. Pareil, on sélectionne un Braden Daniels au quatrième tour sur la OL. Pas terrible non plus. Donc pour le coup, je suis pas spécialement convaincu de ses choix. Et puis on finit la draft avec un running back qui a montré de belles choses d'ailleurs dans le premier match de pré-saison, Chris Rodriguez. On a sélectionné aussi 2 defensive ends pour peut-être préparer un petit peu, enfin créer de la rotation et puis pour peut-être préparer la fin de saison où on a Montez Sweat et Chase Young qui arrivent en fin de contrat. Donc on a besoin d'edge au niveau défensif. Donc voilà, mais à part ça, la draft assez, je ne vais pas dire que je suis satisfait, mais Ouais, maintenant t'attends de voir à ce que voir ce que ça ça va donne. donner. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, on a l'impression que, en effet, Free Agency, vous n'avez pas été des gros acteurs par rapport à d'autres équipes. Draft, tu me dis que, bon, c'est pas que c'est catastrophique, mais vous n'êtes pas en train de vous dire, ouais, on a fait un gros coup. Ce dont j'ai l'impression, c'est que le plus gros événement de votre intersaison, c'est donc le rachat de l'équipe par Josh Harris et aussi un peu de changement au niveau du coaching staff. Est-ce que tu peux nous Ouais, parler de ça? c'est ça. Ouais, juste, Donc, est-ce que tu peux expliquer aussi cette histoire du propriétaire? Moi, j'ai jamais compris pourquoi il était détesté comme ça. Enfin, de l'extérieur, c'est pas très clair et ça avait l'air assez unanime comme avis, mais si tu peux juste expliquer pourquoi. il est là depuis 23 saisons, Snyder. Sur le plan sportif, bah, ça n'a pas été terrible depuis 23 saisons. Je crois qu'on a peut-être 5 apparitions en playoff, peut-être 6, je suis même pas sûr. Et il y a eu pas mal de scandales en interne. Des affaires Il un y a eu peu du sombres harcèlement même. moral et Ouais, c'est ça, sexuel, il me semble. du harcèlement moral, du harcèlement sexuel. Il y a eu pas mal de documents qui ont été récoltés par la NFL qui n'ont jamais été publiés. Il y a eu des enquêtes en interne. L'ambiance n'était pas terrible. En fait, il a vraiment créé une atmosphère un peu glauque et un peu sombre en interne. Et, euh, bah, ça s'est vu sur le plan sportif. La franchise, elle est passée d'une des meilleures de la NFL à peut-être une des pires. Ça me fait mal de le dire, mais c'est le cas. Et voilà, après 23 saisons, il a enfin accepté de vendre la franchise. C'est Josh Harris, enfin plutôt un groupe d'investisseurs qui est mené par Josh Harris qui a racheté la franchise pour plus de 6 milliards. Euh, et Josh Harris, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est aussi propriétaire des Sixers de Philadelphie en NBA et si je dis pas de bêtises, des New Jersey Devils en Ouais, NHL. en NHL. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est déjà connu dans le milieu du sport américain. Et voilà, c'est une bonne nouvelle, je pense, pour la franchise en général et surtout pour les fans qui vont vraiment, à mon avis, reconnecter avec la franchise. On l'a déjà vu en training camp, là. Il y a certaines journées où il y avait plus de 10 000 fans présents pour assister aux entraînements. C'était plus arrivé depuis 2015 ou 2014, je crois. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle et il y a des chances que le FedEx Field ne soit pas aussi déserté que ces dernières saisons cette année.
Ouais, j'avais vu, tu avais posté sur Twitter, en effet, cette image où tu voyais les spectateurs du Training Camp de la saison passée et le nombre de Ouais, spectateurs ouais, ouais, c'est pendant la saison. possible. Alors, je t'avoue que moi, quand j'ai vu ça, je fais, oui, enfin bon, forcément, si tu prends une photo à 8 h du matin une année et à 15 h l'année suivante, ça va être. Et après, en cherchant un peu, je fais, non, 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 en fait, il y avait vraiment personne qui venait les années précédentes parce que tout le monde en avait marre de Snyder. Et quand tu disais justement que depuis qu'il est. Il est à la tête de Washington, il n'y a plus de succès. Votre dernière victoire en playoff, c'était en 2005 Oh la vache! Ah ouais. contre les Tampa Ouais, Bay Buccaneers. Et puis après, vous avez perdu contre les Seahawks qui, si je ne dis pas de bêtises, 2005, c'est l'année où ils remportent le Super Bowl. Et le dernier Super Bowl des Redskins, c'est une victoire contre les Bills en à l'issue de la saison 1991, donc en ouais, 1992. ouais, c'est Donc ça. oui, en effet, tout ça, ça commence à dater et pourtant, on ne le dit pas assez, même si Washington en ce moment n'a pas forcément la cote, c'est une équipe qui a remporté 3 Super Bowls en ayant participé à 5 finales, quoi. Donc il y a quand même un gros palmarès dans cette franchise et je comprends que les fans maintenant se disent avec un nouveau propriétaire qu'il y a peut-être de l'espoir que tout ça revienne un jour. Ouais, et puis, nouveau propriétaire et nouveau coordinateur offensif, comme tu l'as dit avant, et pas des moindres, parce que c'est Eric Bieniemy qui nous a rejoint cette année. Quand on en parlait au début, j'y croyais pas trop. Je vous avoue que j'ai été surpris de voir qu'il acceptait un poste de coordinateur offensif chez nous. Euh, Maintenant, je pense que ouais, Quel intérêt pour lui d'arriver chez vous où ça tourne pas trop? Ah, enfin, je veux dire, ils ont dû lui proposer un salaire de ouf parce qu'il était pressenti pour être euh, head coach dans une équipe potentiellement. Enfin, je veux dire, tu es coordinateur offensif dans une super équipe. Tu arrives dans une équipe où c'est un peu galère pour le même poste. C'est quoi l'intérêt? Je comprends pas trop. je pense ben déjà comme ça, je pense que Bieniemy il veut avant tout un poste de head coach. Ça, c'est sûr. Maintenant, à Kansas City, il n'avait pas le play calling. C'était pas lui qui appelait les jeux. Donc, chez nous, je pense vraiment que Rivera va plus rester des années head coach de la franchise. Je pense qu'il y a une place à prendre et que s'il arrive à montrer qu'il fait du beau boulot avec Howell et l'attaque, je pense vraiment que ça peut lui faire un tremplin pour un poste de head coach, ça c'est sûr. Euh, Maintenant, Oui, pourquoi nous avoir choisi, à part ça, je me le demande aussi un petit peu. C'est pour ça que j'ai été mais surpris. C'est pour ça que j'ai été surpris. il est apparemment assistant head coach et coordinateur Ouais, offensif. c'est Donc, ça, ouais, c'est donc ça. voilà, Ils donc lui ont c'est, donné un titre pour lui faire plaisir, quoi. mais j'avais lu un article qui disait que, parce que Bienveni, ça fait 3 ou 4 saisons que il est à chaque fois shortlisté pour être head coach. Il me semble qu'il avait Ouais, passé des entretiens avec les Giants aussi il y a quelques années. Et à chaque fois, eh ben, il n'est pas retenu alors que les Chiefs sont l'une des franchises avec le plus de succès en ce moment et du succès offensif, hein, notamment. Enfin, surtout même. Euh, et, euh, et donc, en fait, cet article disait que, comme tu as dit, il n'a pas le play calling. Et surtout, beaucoup de personnes se demandaient s'il avait la carrure d'un head coach, étant donné qu'il était, il était dans l'ombre d'Andy Reid. Donc, ouais, personnellement, pour lui, ça a dû être une occasion de se dire, bon, allez, voilà, je vais aller ailleurs et je vais montrer de ce dont je suis capable. Et alors, des positions d'offensive coordinateur, je ne sais pas combien il y en avait d'ouvertes cette intersaison, mais manifestement, il a dû se dire que le poste à Washington, et vu l'état de l'équipe, il devait y avoir quelque chose d'intéressant à faire. Vous avez certes pas encore de QB établi, mais comme on disait, il y a des joueurs quand même assez ouais, c'est ça. intéressants. En attaque, il y a vraiment que ce soit le groupe les receveurs, que ce soit Robinson, Gibson en running back, il y a de quoi faire et c'est sûr qu'il a des armes pour faire une bonne saison côté offensif si ça tourne bien avec Howell. Ouais. Et justement, bon, ça ça fait partie du sujet qu'on voulait aborder avec toi. Il y a eu ces articles qui disaient que des joueurs s'étaient plaints de l'intensité de Bieniemy. Ouais. Euh,
qu'est-ce que tu penses, toi, de cette histoire? Parce que nous, on a un peu vécu ça chez les Giants avec Joe Judge. Je ne sais pas si tu te rappelles, Plax, quand Joe Judge demandait aux joueurs de faire des tours de terrain quand il manquait des plays, etc. Et nous, côté Giants, on disait, ouais, c'est super et tout. On trouvait ça bien. Et puis, en fait, au bout de 2 ans, on s'est dit que ça ne servait à rien. La preuve, on n'avançait pas. Mais du coup, comment est-ce que les fans des Commanders perçoivent l'intensité de Bieniemy? Mais déjà, moi, ça m'a fait un peu rire de lire que voilà, Bieniemy était trop dur avec ses joueurs, etc. Je pense que déjà, d'un côté, j'étais content parce que pour une fois, la distraction, elle vient pas d'un aspect qui se déroule en dehors des terrains, comme ça a été trop souvent le cas avec Snyder depuis des dizaines même plus de 20 saisons. Pour une fois, la distraction, elle vient d'un aspect, on va dire, sportif. Donc c'est déjà un progrès. On va dans la bonne direction. Mais oui, niveau trop dur, je pense que c'est aussi le rôle d'un coach, d'être là un petit peu pour brusquer les joueurs, pour les faire progresser. Et Mais il y a eu des détails sur ça, parce que ça veut tout et rien dire de dire il est trop dur. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que nous, c'était, ils faisaient faire des tours de terrain, ce genre de conneries. Qu'est-ce que c'est exactement là sur cette histoire de il est trop dur? ouais, je pense que c'est un peu l'histoire de. Il crie un peu trop haut, il prend un peu trop de place sur le terrain, etc. Mais ouais, Ok. comme tu dis, ça veut tout et rien dire. Et d'ailleurs, dans cette histoire, déjà, si tu regardes les statistiques depuis 5 ans de l'attaque de Kansas City, depuis que Bieniemy est titulaire et offensive coordinateur, et celle de Washington, c'est le jour et la nuit, on part d'une des meilleures attaques de la NFL contre une des moins bonnes, presque, si pas la moins bonne sur certaines saisons. Bon, bien sûr, on n'a pas Mahomes, mais je pense que ça fait pas tout et que si on veut arrêter de faire des saisons en 8-9, en 8-8, comme c'est le cas depuis quelques années, je pense qu'il faut accepter un peu de sévérité, un changement de culture. Et puis, il y a des joueurs qui ont réagi à ça d'ailleurs, comme Tyreek Hill, je pense à ça, qui a dit oui, c'est vrai que Bieniemy prend de la place à l'entraînement, qui écrit beaucoup, mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui sera toujours là pour vous et qui saura vous faire progresser, etc. Donc, les joueurs qui l'ont connu à Kansas City l'ont soutenu sur Twitter d'ailleurs. Et c'est sûr que voilà, si on veut changer la culture ici à Washington, je pense qu'on doit s'inspirer de personnes comme ça et qu'on doit accepter d'être coaché un peu de façon plus dure, plus sévère que ça a été le cas ces dernières années, quoi. Ouais, moi je pense que c'est un tout petit peu bullshit que pendant l'intersaison on s'ennuie et que la moindre histoire ça fait les Ouais, c'est headlines ça, pour ouais. des trucs pas trop importants et que en plein milieu de saison on n'aurait jamais parlé de ça et que c'est juste que il fallait raconter des choses alors ils ont parlé de ça mais à mon avis c'est pas très décisif. Ouais, justement tu parlais de un petit peu de l'entraînement actuellement et de l'intersaison et du training camp. Comment ça se passe? Quels sont les retours? Qu'est-ce que tu vois puisque bah, j'imagine que toi, comme nous, on est tous abonnés aux insiders de notre équipe, donc on arrive à avoir quelques infos, on a des photos Ouais, ouais. des training camps, quand il y a des sessions qui sont ouvertes, on suit les retours des gens qui sont sur le bord du terrain, etc. Qu'est-ce qui se dit? Est-ce que, voilà, quels sont les retours actuellement avec ce nouveau coach, avec le nouveau propriétaire, les nouveaux joueurs? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sortent du lot? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu sur cette équipe en ce moment avec les matchs de pré-saison qui ont eu lieu? Ouais, donc celui qui sort vraiment du lot depuis le début de cette intersaison, c'est Sam Howell, qui fait apparemment de très bonnes impressions depuis le début du training camp, quand il a été sur le terrain là, au premier match de pré-saison face aux Browns, ça s'est très bien passé. Donc Sam Howell, vraiment, ça a l'air positif pour l'instant, donc à voir en début de saison, mais en tout cas, il a l'air de convaincre. À côté de ça, niveau receveur, ça a l'air très solide aussi. Donc il y a eu un entraînement commun là, avec les Ravens où nos receveurs, McLaurin, Dodson, Curtis Samuel et même Jamie Brown, ont montré de super choses face aux défenseurs, face aux cornerbacks et des Ravens. Donc ça, c'est positif aussi. Je pense qu'on va avoir on va voir, ça va être sympa de ce côté-là, en attaque avec McLaurin et Dodson qui va faire, à mon avis, une très bonne saison. Ça a déjà été le cas l'année dernière, mais là, je pense qu'il peut passer encore une autre dimension s'il évite les blessures. À côté de ça, il y a des joueurs dont on parle moins, mais qui ont l'air de bien se montrer aussi. C'est le cas de Cole Turner, qui est un tight end qu'on a drafté l'année dernière, qui fait apparemment un bon training camp. Et puis, il y a des joueurs, notamment en défense, comme Forrest, qui est déjà là depuis quelques années, mais qui
progresse d'année en année et qui, je pense, doit vraiment devenir un pilier de la défense s'il continue à jouer de la sorte. Saint-Just aussi, Benjamin Saint-Just, qui progresse vraiment de façon continue depuis quelques saisons. Et puis à côté de ça, on parlait de Biennemi, mais je dois dire que sur le premier match de pré-saison, j'ai été assez impressionné. J'ai trouvé vraiment que le playbook offensif, c'était par rapport à l'année dernière, c'était vraiment le jour et la nuit. Là, ça jouait de façon beaucoup plus ouverte, de façon beaucoup plus diversifiée que ce à quoi on avait été habitué avec Scott Turner, où on courait et on était ultra prévisible en général. Donc là, vraiment intéressant. On a utilisé les tight ends beaucoup plus, pas seulement les running backs. On va lancer beaucoup plus, à mon avis, cette saison. Lancer, normalement, Samuel sait le faire, donc ça promet une saison sympa de ce côté-là. Donc, oui, à voir, mais honnêtement, les nouvelles, je les trouve assez bonnes pour l'instant du training camp et même des matchs de pré-saison. Même si, bien sûr, tout n'est pas parfait. Mais Évidemment. Justement, est-ce qu'il y a des inquiétudes ou est-ce qu'il y a eu des blessures pendant le training camp ou la pré-saison qui viennent un peu changer les choses? je pense que l'inquiétude numéro un, on s'en doutait, mais c'est la O-line qui est, je pense, assez fébrile. Je trouve que c'est dommage de donner une O-line de la sorte à un quarterback, à un jeune quarterback comme Howell. Mais voilà, le seul qui sort, selon moi, un peu du lot, c'est Cosmi sur notre O-line. Maintenant, c'est compliqué. Wiley, je suis pas spécialement fan. Il m'a pas spécialement convaincu au premier match de pré-saison. Et en plus de ça, sur la O-line, on n'a quasiment aucune profondeur. Si on a un titulaire qui se blesse, ça va être ultra compliqué. Donc, de ce côté-là, ça c'est, je pense, l'inquiétude numéro un. Et à côté de ça, les blessures, on s'en sort plutôt bien, je dois dire, pendant cette intersaison. Maintenant, il y a toujours des points d'interrogation, comme Chase Young, par exemple. Ah ouais, j'allais te demander, il en est où? Il va jouer un jour, Euh, ce mec ou... ouais, bah là, il va reprendre normalement cette saison, mais ouais, la franchise a décliné la cinquième année de son contrat. Donc en fin de saison, on va se retrouver avec Montez Sweat et Chase Young, nos deux edge en fin de contrat. Donc à mon avis, on va pas signer les deux. Donc ce sera, à mon avis, s'il veut un nouveau contrat, il va devoir aller le chercher. Et est-ce qu'il en est capable? Est-ce qu'il va récupérer de sa blessure? Ça, c'est un peu le point d'interrogation. Il a joué un petit peu au premier match de pré-saison. Et d'ailleurs, il a ressenti une petite pointe dans la cuisse ou je sais pas quoi. Et on l'a fait arrêter. Et de nouveau, là, il s'est pas entraîné pendant quelques jours. Donc ça fait un peu peur. Ah, J'avoue que j'ai je sais pas l'impression que tu vraiment t'en ce que sors ça va jamais donner. de... Ouais, ces Ouais, mecs-là, tu t'en sors jamais. Tu sais, ils sont blessés tout le temps. Il y a toujours un petit truc qui traîne. ouais, ouais. C'est dommage hein, C'est pour triste. des joueurs Ouais, comme c'est ça ça. draftés aussi haut et tout. C'est un peu Et triste. puis, sa première saison, il a été Defensive Rookie of the Year. Donc, Oui, il était impressionnant sa première saison. il était impressionnant ouais, jusqu'à ce qu'il se blesse, en fait. Et depuis, on l'a quasiment pas vu sur les terrains et c'est compliqué. C'est de blessure en blessure. Donc, voilà, à voir ce que ça va donner cette année. Mais à côté de ça, on a Montez Sweat qui est au-dessus. Il y a pas photo pour l'instant. Il est meilleur que Chase Young. Donc voilà, à voir en fin de saison. Ça parlait de trade d'ailleurs chez Young pendant cette intersaison. Il y avait eu des rumeurs comme quoi les Ravens seraient intéressés, etc. Maintenant, je sais pas si c'est non plus une solution de trade pour récupérer peut-être un quatrième tour ou un troisième tour au mieux. Mm. Donc, je pense Nous, pas que c'est la solution. on avait un premier tour qui n'arrêtait pas de se blesser. On l'a tradé aux Chiefs et Et il on va a eu souvent Darren nous servir. Waller. Et on a eu Darren Waller à la place. Donc, tu vois, c'est pas trop mal quand même. On peut en faire des choses bien. Et il a toujours le seum et il continue à faire des vidéos et à se plaindre des Giants. Juste pour revenir rapidement sur ce que tu disais, c'était intéressant. Pour toi, donc, la faiblesse numéro un de votre équipe, c'est la O-line. Hein, c'est bien ça, si j'ai bien Ouais, compris ce que tu ouais, dis. très clairement. Je Ouais. pense très clairement. Est-ce que tu penses pas que ça va être un problème parce que dans un FCS, tu as quand même. Alors, je sais plus si c'est pas ESPN qui a mis que la D-line numéro 1 NFL cette année sur le papier, c'est celle des Giants, avec Leo Williams, etc., avec Dexter Lawrence, avec sur les extérieurs Ojulari et Gino, Thibodeau. Ojulari. Donc, on sait qu'on va être fort sur la D-line avec la D-line titulaire et même les remplaçants commencent à montrer des belles choses.
Les Eagles, bon, alors, eux, ils sont aussi très très forts, au moins équivalents, voire peut-être meilleurs que nous. Voilà, comment tu le sens? Tu disais si jamais, alors c'est un peu le cas chez nous aussi, cette histoire de O-line remplaçant, et de toute façon c'est un peu global en NFL, c'est très dur déjà d'avoir une O-line titulaire forte, mais alors avec des remplaçants forts, c'est quasi impossible. Est-ce que tu penses pas que ça peut vraiment vous pénaliser et très vite, et je dis ça parce que c'est le cas chez nous aussi, une ou deux blessures, et d'un coup ta saison elle commence à Ah partir en oui, cacahuète. ça c'est certain, ouais, ça c'est certain. Franchement, la profondeur, elle fait peur, donc on a intérêt à éviter les blessures sur la O-line. C'était déjà un point problématique l'année dernière. Euh, et puis quand on mettait Wentz, il faut le dire, pas très mobile, c'était compliqué pour lui d'éviter les sacs. Donc ça nous a fait perdre des matchs l'année dernière. Et à part l'arrivée de Nick Gates et de Wiley, il y a pas eu grand-chose. On attendait des renforts à la draft, on les a pas spécialement eu, à part Ricky Strandberg au troisième tour, mais ça va être limite pour être titulaire. Donc ça va nous coûter, à mon avis, ça risque de nous coûter des matchs si, euh, si elle tient pas ses promesses, et surtout si elle est Ouais. blessée, ça c'est certain que ce sera un très très gros problème. Tu vois, Thiergo, pour le coup, nous, on a drafté Evan Neal premier tour l'année dernière. On draft John Michael Smith deuxième tour l'année dernière. Même si pour l'instant, notre line n'est pas encore incroyable, je pense que elle est quand même pas mise de côté comme ça peut être le cas là, parce que j'ai l'impression d'entendre l'ancien GM des Giants, Gauthier, quand tu racontes ce que vous faites. On a l'impression que c'est pas pris au sérieux cette histoire de O-line, et en Ouais, fait, bah, je veux dire, t'as beau avoir Terry McLaurin, si le QB il a que une demi-seconde pour lancer à chaque fois parce qu'il est mis sous pression trop vite, bah, il peut pas faire des miracles. Même si McLaurin, tu lui envoies n'importe quoi, des pizzas à l'autre bout du terrain, il va aller la chercher. Bon, ça me semble être le cœur de beaucoup de choses, cette O-line, et c'est des préoccupations ouais, c'est ça. générales en Mais NFL, j'ai l'impression. le meilleur joueur chez nous sur la O-line, c'est Sam Cosmi, comme je l'ai dit avant. Et il y a pas de secret. Sam Cosmi, on a été le chercher au deuxième tour. Donc, Mm. au deuxième tour de draft, c'est le seul. Et je pense que si on veut une O-line décente dans les années à venir, faudra répéter et aller chercher des joueurs au premier, deuxième tour Mm. pour Ah renforcer ouais, non, ça, quoi. c'est clairement pas un poste à sous-estimer, et il faut faire les bons investissements. Donc, ouais, comme disait Plax, on est nous-mêmes passés par là, et ça change tout quand tu as des hauts pics qui sont mis sur ces postes-là. Alors, si on devait tenter de faire une prédiction du classement NFC East, alors nous, on ne va pas faire le classement, puisque justement, l'objectif, c'est d'avoir un peu, prendre la température chez nos rivaux. Non, puis on sait déjà que c'est les Giants qui vont le remporter, la NFC East, donc, Mais voilà, toi, avec tout ce que tu nous as raconté, comment est-ce que tu vois la saison à venir? Quel serait le classement que tu penses qu'il y aura en fin de saison dans la division? Alors, moi, déjà, je mettrais les Eagles en 1. Je pense que mm. pour le coup, Ouais, il y a un ils ont tout consensus sur ça. pour répéter Il y a un leur. consensus, ouais. En 2, allez, si je devais rester un petit peu objectif, je mettrais les Cowboys, Ah, j'ai même cru si que ça tu me fait allais mal, dire, ah, je vais mettre les Giants parce que quand même, vous me recevez dans votre podcast, je vais être sympa et tout. même si ça me fait mal de le dire. Mais justement, pour le troisième, j'aurais tendance, et du coup, là, je risque d'être viré du podcast, on ne me rappellera plus après, mais j'aurais tendance à dire les Commanders. Il s'est passé trop de choses cette intersaison positive, j'ai envie de dire, pour qu'on finisse une nouvelle fois dernier du classement. J'ai envie de croire qu'on est capable d'aller chercher la troisième place, et donc je mettrais les Giants quatrième cette année. Euh, Tout en se disant que la NFCS était quand même assez compétitive et qu'il y a du niveau et que même en étant quatrième, il y a moyen d'aller chercher des playoffs. Ouais, Mais, je pensais à ça aussi. Mais en Du coup, plus, enfin, vous vous mettez. Vas-y, Gauthier. ouais, non, mais du j'allais coup, dire, en fait, je sais c'est pas tout à s'il fait a. possible. C'est tout à fait possible parce que vu le niveau, en fait, il n'y a pas tellement, enfin si, il y a quand même un gros écart entre les Eagles et le reste de la division, mais si tu regardes Cowboys, Giants et Commanders, il n'y a pas énormément d'écart de Ouais, niveau, je je trouve, trouve entre aussi, ces hein, trois ouais. équipes-là, et une troisième et une quatrième place, ça peut se jouer à une victoire, tout Ouais, c'est ça, et simplement. ça va Donc, jouer aussi sur les blessures, sur ce qui va se passer. Et, ouais, et- et Comme on l'a dit avant, hein, si on a des blessures Gauthier, sur la O-line, ça va être tu te compliqué. mets combien de victoires et combien de défaites pour arriver troisième?
Ah, ça, c'est une bonne question. Je sais pas, faudrait que je regarde le classement match par match, mais je dirais quelque chose comme une saison classique pour Washington, parce que le calendrier il est difficile cette année, donc je dirais un 9-8, un bilan positif, c'est une bonne chose. On va dire 9-8. Ok, c'est bien parce que bon après c'est le début de saison, mais je te trouve optimiste sur votre Je suis équipe, optimiste, je sachant suis optimiste. que vous avez un QB qui a lancé 20 passes pour l'instant en NFL et avec une O-line que toi-même tu ne trouves pas incroyable. Mais tu as raison d'être optimiste, il faut toujours, et je pense qu'il y aura des surprises dans tous les cas, et il y a toujours des surprises, à part le fait que la première place sera prise par les Eagles. Et encore, on sait jamais, il peut se passer des choses. Ouais, on sait Il jamais, on suffit qu'il sait y ait un coup de jamais. moins bien de leur QB, je sais pas, voilà, une ou deux blessures, même s'ils ont un effectif, eux, ils ont de la profondeur sur à peu près tous les postes. Voilà, bon, on Ouais, Nick verra, mais Sirianni a plus ses coordinateurs pour le faire briller. Donc, enfin bon, il y a bah, plein de choses apparemment, qui ils aimaient pas leur coordinateur défensif, donc ils étaient contents qu'ils partent. Bon, écoute, je sais pas, on verra, mais de toute façon, la NFL, c'est des surprises tous les ans, donc même de semaine en semaine, les choses peuvent changer très vite. Donc, Ouais. j'espère que vous finirez troisième, du moment que nous on finit premier, vous pouvez finir troisième. Y a pas de souci. Ouais. Bon, et bon, je pense qu'on a fait tout le tour. On avait Mm. juste une dernière question pour conclure ce podcast, et tu as dû avoir un peu de temps pour y réfléchir. Si tu pouvais prendre un joueur chez chacun de tes rivaux, lequel ce serait? Et si tu peux expliquer pourquoi, ça rend le truc un peu intéressant. Ouais. Si je pense aux Dallas Cowboys, là, je dirais que si je devais aller chercher un joueur chez eux, ce serait probablement Micah Parsons. Ah bah oui. Parce que bah, déjà, comme je l'ai dit, Chase Young, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc, ce serait intéressant d'aller chercher un des meilleurs, si pas le meilleur edge de la NFL. Ce serait un peu une solution miracle si Young ne retrouvait pas son niveau. Et imaginez seulement un petit peu la ligne défensive qu'on pourrait avoir avec Montez Sweat, John Allen, Dayron Payne et Micah Parsons. Ça fait peur, ouais. Ouais, je suis bien d'accord. Euh, Pour les Eagles, j'aurais été tenté de dire Jason Kelsey ou quelque chose, un peu de renfort sur la O-line. Mais si je Mhm. reste vraiment objectif, je vais dire qu'on n'a encore aucune certitude sur Howell. Et même si je pense que je crois beaucoup en Howell et c'est un quarterback que j'aime beaucoup, je pense que le choix le plus naturel, ce serait de dire Jalen Hurts. Au moins, on aurait probablement le meilleur quarterback de la NFC à l'heure actuelle. Et voilà, on aurait plus de certitude avant de Mais démarrer dis la pas des saison. choses comme ça dans notre podcast, t'es un fou, toi. Jamais. On a perdu Gauthier. Et pour les Giants, je dirais Andrew Thomas, votre tackle. Ah oui, bah oui. Euh, Ouais. Parce que Bon choix. nous, c'est compliqué. Niveau tackle, on a Charles Leno à gauche et Wiley à droite. Je l'ai dit avant, j'aime pas des masses. Je suis pas très convaincu de Wiley, donc ça reste assez moyen. Et comme je l'ai dit, on n'a aucune profondeur, donc je pense qu'il nous ferait beaucoup de bien. Il Et ferait d'ailleurs, beaucoup de bien à Samuel aussi. ça me fait penser à un truc parce que vous aviez Trent Williams il y a quelques saisons. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve aux 49ers? Je sais pas exactement, on l'a pas signé. Il y a des rumeurs comme quoi, mais bon, ça, je ne sais pas si les rumeurs sont certifiées ou pas, mais il y a des rumeurs comme quoi Dan Snyder, justement, était venu un petit peu dans cette affaire, dire qu'il fallait pas le signer, etc. Et puis on l'a laissé partir finalement. Mais Oh là ouais, ça, là. c'est une grosse perte parce que Ouais. Mais Bah quand ouais, t'as un joueur comme ça dans ton m'aurait fait. effectif, tu peux pas le laisser partir, c'est pas il possible. est toujours Ouais, au top. Enfin, il est peut-être pas toujours au top, mais ça reste toujours un left Ah si, tackle si, de si. qualité. Ah ouais. Mais ouais, non, c'est Trent Williams. Personne ne passait Trent Williams quand il était en NFC East, quoi. Il était un monstre, ce type. Non, mais Ouais. et c'est d'ailleurs, un truc de ouf. ça Vas-y. m'intéresserait, enfin, je vous coupe en fait, mais je disais, ça m'intéresserait de savoir qui vous prendriez, vous, à Washington. McLaurin direct. Ouais, je pensais McLaurin. aussi à McLaurin. Alors, si je devais choisir un autre joueur que McLaurin, alors attends, Moi, je dirais Samuel parce qu'il a l'air trop fort. Qu'est-ce que tu veux? Je trouve aussi. Attends, c'est parce que niveau edge, on a ce qu'il faut, donc même s'il souhaite. Ah, euh, je dirais peut-être Brian Robinson pour remplacer Barclay, qui va probablement pas rester la saison prochaine. Mais ouais, non, mon premier choix Non, serait quand même McLaurin. McLaurin que j'aime, Ah ouais. que je trouve excellent. Enfin, et en fait, d'ailleurs, je trouve que McLaurin,
est un receveur extrêmement discret. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler d'autres joueurs, à raison, comme Jeff Jefferson ou autres. Et McLaurin, il fait un super boulot et personne ne sans parle. Sans quarterback en plus. Et sans J'allais dire pareil, exactement. Thiago. J'allais dire exactement ça. Il joue bien, il va au contact, il attrape les ballons, il ferme sa gueule et on l'entend plus. Et puis voilà, c'est ouf. J'adore ce genre de joueur. Et à part ça, apparemment, c'est vraiment un excellent gars dans le vestiaire, etc. Franchement. Signez-le, lui, le laissez pas partir 49ers. On l'a signé l'année dernière. Parfait. Pour 4 ans, je pense, ou 3 ans, je sais plus. Mais n'empêche le pauvre, parce que tu te dis les stats qu'il fait avec des QB en mousse, tu te dis s'il avait un vrai QB, et on espère qu'il fasse une belle saison. Voilà, lui en tout cas, c'est pas lui qui va laisser tomber l'équipe. Voilà, sauf contre les Giants. S'il pouvait être blessé juste ce match-là. Non, mais c'est un peu le syndrome Calvin Johnson. Calvin Johnson, meilleur QB de la ligue pendant des années. Il avait que des chèvres comme QB. Meilleur receveur, tu veux dire. Oui, pardon. Le meilleur receveur. Il avait que des chèvres comme QB à Détroit, à part peut-être Matthew Stafford sur la fin. C'est un peu du gâchis parfois pour des gars comme ça. Ouais, écoute, c'est comme ça. On arrive au bout de ce podcast. Merci Gauthier de nous avoir donné toutes ces infos sur ton équipe, les Commanders. C'était très cool de t'avoir avec nous. Et d'abord, voilà, Thiago est en train de taper un petit rapport Word en même temps avec toutes les infos. Parce que, évidemment, Joe Shane attendait le rapport de Thiago pour analyser les Commanders puisqu'il ne l'a pas fait avant. C'est toujours intéressant d'avoir ces visions de l'intérieur et voilà, je trouve ça vachement cool que tu aies participé à ce podcast avec nous. On souhaite évidemment le meilleur pour ton équipe pour cette saison. Et puis, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Du coup, on a dit tout à l'heure, donc Commanders BE. Est-ce qu'il y a d'autres est-ce que vous avez, je sais pas. Ok. On a, c'est une page Twitter Commanders BE et toutes les infos sont là. Et si vraiment vous êtes fan des Commanders, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message en message privé. On a un groupe de discussion privée où on parle des Commanders et où on vous ajoutera avec plaisir. Donc voilà, comme ça je fais la pub en même temps. Nickel, t'as bien raison. Super. Écoute, merci. Non, mais c'est clair. On a cette petite communauté de fans de NFL francophones. Il faut que ça grossisse. Et puis surtout, moi, je peux que vous encourager à faire un podcast si vous avez le temps et la motivation. À chaque fois que je vois un nouveau podcast NFL en français sortir, je dis super, c'est trop bien. Là, il nous manque que les Cowboys et les Commanders dans la division. Ouais, de toute façon, tu as raison, cette communauté, elle grandit petit à petit. La NFL intéresse des gens, mais on n'est pas encore au niveau de certains autres sports, évidemment. Donc, tout ce qu'on peut faire comme action. Et puis, on n'est pas assez regardant. N'importe qui nous écoute, nous, même s'il y a des supporters des Eagles ou quoi que ce soit, on est content. Hein. Voilà, c'est plutôt la NFL avant le reste en France. Et donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est évidemment très cool. Et c'est un plus pour toute la communauté en France. Écoute, merci à tous. Oui, et Belgique, d'ailleurs, il doit y avoir des trucs en Suisse. C'est vrai qu'on voit de temps en temps des comptes comme ça qui pop et qui viennent de. Il y en a en Suisse, je sais plus. On a eu ça? On n'a pas eu des trucs genre Guadeloupe, Martinique ou des trucs comme ça? Je sais plus. Il y a des comptes qui se créent ils restent pas tous très longtemps, malheureusement. Suisse, on a, mais... Ouais. Non, mais bon, en tout cas, merci encore Gauthier d'avoir participé à cet épisode. Et avec plaisir. Voilà, et on essaiera de refaire ça. À intervalles réguliers pour prendre la température. C'est un exercice assez marrant. On fera un bilan sur Samuel l'année prochaine, ne t'en fais pas. Merci Gauthier, merci Thiago, et on se dit à très bientôt sur un New Gen Podcast. À plus tout le monde, ciao.